Dans cette vidéo, je vais revenir sur les 11 clichés entrepreneuriaux que tu ne dois absolument pas écouter si toi aussi tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Lead Studio, une agence de génération de prospects. Sur le web, en 2023, on réalisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est parti pour faire plus cette année, en tout cas, je l'espère. Sur cette chaîne YouTube, je te partage des conseils sur Google Ads, le SEA, le marketing digital en général, et également, je te partage ma vision de l'entrepreneuriat, celle qui est loin du TikTok millionnaire et qui te donne la réalité de ce que c'est qu'entreprendre et monter une boîte en 2024. On a fait le point avec mes équipes dernièrement, on s'est dit que ce serait marrant que je revienne sur les plus gros clichés entrepreneuriaux qu'on peut entendre quand on souhaite se lancer. On va les débunker ensemble et je vais t'apporter ma vision sur ces 11 clichés et le 9e va te surprendre. On va démarrer par le premier qui est un cliché selon lequel on est entrepreneur, on ne peut pas le devenir. Celui-ci, je l'adore parce que globalement, si on étaye un petit peu ce cliché, c'est de se dire, ok, en fait, quand tu nais, globalement, le monde se divise en deux catégories, ceux qui vont entreprendre et ceux qui vont être les salariés ou autres de ces fameux entrepreneurs. On est entrepreneur, on ne peut pas le devenir. C'est comme si vous disiez globalement, on est mère de famille ou père de famille, on ne peut pas le devenir. C'est pour moi exactement la même chose. Monter une boîte, peu importe les objectifs que vous fixez ou l'ambition que vous avez pour cette boîte, c'est exactement la même chose que devenir parent. Alors, je ne suis pas parent, j'ai des frères et sœurs, je côtoie beaucoup de personnes qui ont des enfants. Et je peux vous dire que quand je les regarde et quand je compare ma vie à la tête de Lead Studio, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que faire des enfants, finalement, on ne peut devenir parent et apprendre à être un bon parent que déjà si on commence à faire des enfants. Et on ne peut savoir si on va être un bon parent, en tout cas apprendre à le devenir, qu'en faisant des gosses. Eh bien, entreprendre, c'est la même chose. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Se dire que oui, mais en fait, pour entreprendre, j'ai pas les bonnes manières de réfléchir, j'ai pas le bon réseau, j'ai pas l'argent, j'ai pas les bonnes idées, etc. J'ai pas la bonne force mentale. Tout ça, c'est des bêtises. C'est comme si, voilà, encore une fois, vous disiez, non, mais en fait, je peux pas être parent parce que je suis pas né avec un gosse dans les mains. C'est faux. Quand vous allez monter une boîte, c'est du H24, vous allez faire plein d'erreurs, vous allez apprendre sur le tas. Même chose quand vous élevez des enfants. Je veux dire, personne ne sait globalement changer une couche d'un gosse qu'après avoir eu un gosse. Et c'est débile de se dire, non mais en fait, je peux pas faire de gosse parce que je sais pas changer de couche. Non, vous allez apprendre à changer des couches en faisant des gosses. Mais vous allez apprendre à monter une boîte, à devenir entrepreneur en montant une boîte. Donc ça, gardez-le en tête, c'est super important. Et ignorez toutes les personnes qui vont vous dire, non, non, mais laisse tomber l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Je te connais, ça ira pas, etc. Non, lancez-vous et c'est vous-même qui allez voir si vous allez pouvoir devenir entrepreneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir entrepreneur, mais tout le monde peut faire de l'entrepreneuriat et tout le monde peut se lancer l'entrepreneuriat. Ceux qui deviendront entrepreneurs ne vont le découvrir que sur le tas, si ils adorent évidemment l'exercice que cela impose. Tout comme faire des gosses d'ailleurs. Il y en a qui adorent avoir des gosses et puis il y en a qui vont vous dire que c'était la pire décision de leur vie. Mais en tout cas, ils ne l'ont su qu'après avoir fait des gosses. C'est pareil pour l'entrepreneuriat. Deuxième cliché, c'est facile d'entreprendre si tu as la passion. Alors, cette phrase, déjà, il faut la diviser en deux parties. La première, c'est facile d'entreprendre. Toute personne qui pense que c'est facile d'entreprendre, déjà, ou elle veut dire non mais entreprendre c'est facile, dehors, à la poubelle. Je pense que dans tous les défis que vous pouvez vous fixer, entreprendre c'est une des choses les plus difficiles qui soient, mais c'est un parcours qui est fantastique. Donc, déjà, tout cliché qui va commencer par « c'est facile d'entreprendre », poubelle. Entreprendre, c'est extrêmement difficile. Ça va vous demander déjà des compétences sur vous-même qui sont colossales. Ça va vous demander de faire un travail régulièrement sur vous-même, de mettre votre ego de côté, de vous challenger au quotidien, de vous remettre régulièrement en question, de voir comment est-ce que vous allez justement réagir dans les moments les plus durs. Parce que oui, entreprendre, c'est pas un long fleuve tranquille. Vous allez avoir des hauts, des bas, beaucoup plus de bas que de hauts. Vous allez avoir des personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, vous allez avoir des certitudes qui vont être brisées au fil du temps. Et puis, je passe sur tout simplement l'involvement, entre guillemets, l'intensité que cela demande d'un point de vue humain pour monter une boîte. C'est du H24. Globalement, quand vous montez une boîte, eh bien, votre cerveau, globalement, va être à 100% dedans. C'est très rare d'être capable d'arriver à monter des boîtes sans être 100% focus, en tout cas au démarrage. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Comme j'aime beaucoup le dire, choisir, c'est renoncer. Donc, ça va demander de sacrifier du temps avec d'autres choses que vous pourriez faire, du temps avec votre famille,
parfois du temps avec évidemment vos proches, du temps personnel, parce qu'il faut faire le travail, il faut faire le dirty work, comme j'aime l'appeler. Et donc, forcément, entreprendre, c'est extrêmement difficile. Vous allez aussi devoir apprendre à faire des tâches que vous détestez. On est en France, je pense qu'aucun entrepreneur veut dire « Non mais moi, les tâches administratives, la compta, les factures, j'adore ». Pourtant, quand vous montez une boîte, ça va être essentiel pour vous de faire ça. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes avec l'URSSAF, les impôts, la TVA et compagnie. Donc, toutes ces choses-là qui vont globalement vous faire chier, il va falloir le faire. Donc, rien que déjà, pour ces petites choses du quotidien, entreprendre, c'est difficile. Donc, première partie du cliché, c'est facile d'entreprendre, poubelle. C'est facile d'entreprendre si tu as la passion. La passion, c'est globalement, si j'ai envie de vous dire, tel que je la conçois, c'est que c'est un peu qui tout double. Si vous avez aujourd'hui des choses pour lesquelles vous ne comptez pas les heures, que vous êtes passionné, je ne sais pas, par exemple de jeux vidéo, que vous avez envie de devenir développeur jeux vidéo, je prends un exemple très simple, vous montez votre boîte de studio de jeux vidéo, votre boîte de dessin animé, peu importe, que vous soyez passionné par l'art du dessin animé, par le fait de concevoir des jeux vidéo, évidemment, c'est un atout, c'est sûr, qui va être d'autant plus important dans les moments les plus durs. C'est souvent à la force de sa passion et du fameux founder market fit que l'on voit si globalement le projet va aller en bout. Parce que vous allez avoir des moments où vous êtes tellement au fond du trou que si vous n'aimez pas intrinsèquement ce que vous faites, forcément, les chances que vous disiez « j'abandonne » vont être plus élevées que quelqu'un qui déteste globalement le marché sur lequel il exerce. Donc, la passion, si vous avez vraiment une bonne passion, ça va simplement être un moyen de plus de vous permettre de continuer votre aventure entrepreneuriale dans les moments les plus durs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments les plus durs parce que vous avez la passion de votre marché ou de votre projet. C'est faux. Tout le monde va passer par ces étapes difficiles. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça vous permettra d'aller encore un peu plus loin que celui qui n'est pas passionné par son projet parce que vous êtes capable d'encaisser plus de coups. En revanche, parfois, être passionné de quelque chose, c'est justement la pire chose d'entreprendre dessus. Pourquoi ? Parce que ça peut être une passion d'un point de vue hobby, divertissement pour vous. Et à partir du moment où vous allez commencer à mettre une logique économique, financière, à créer du stress autour de cette passion, ça peut devenir un cauchemar. Je prends un exemple personnel. Si vous me suivez, vous me connaissez bien, vous savez que je suis très sportif. J'adore que ce soit aller courir, me fixer des défis sportifs, comme j'ai pu le faire avec l'EcoTrail cette année. Donc courir 80 km autour de Paris. Je vais régulièrement à la salle de sport, je fais du crossfit, je fais beaucoup de sport. Pourtant, je sais très bien que cette partie très sportive, c'est une passion que j'ai, j'adore, je me vois absolument pas. En tant que mon corps pourra me donner autant d'énergie pour faire ce sport-là, je continuerai à le faire. Par contre, je sais qu'à partir du moment où je vais commencer, si je devais commencer à mettre une logique économique et financière, à me dire je vais devenir influenceur fitness, à commencer à aller me filmer quand je fais mes sessions de sport à la salle de sport, mes entraînements de crossfit, quand je vais courir, etc., ça va me faire chier parce que pour moi, c'est juste un plaisir sur lequel je n'attends absolument rien. Et justement, si je devais allier cette passion à du business, ça deviendra un cauchemar parce que je devrais justement réintellectualiser la chose en se disant comment est-ce que je peux le rendre plus attractif au niveau de mes abonnés, mes followers, etc., comment monétiser la chose. Et clairement, aujourd'hui, en tout cas tel que je me connais, ça me ferait vraiment mal au cœur de mettre une partie business sur cette passion que j'ai pour tout ce qui est défi sportif. Alors peut-être que ce que je suis en train de vous dire va très mal vieillir, mais ne pensez pas qu'être passionné par quelque chose, c'est forcément une chose sur laquelle vous allez pouvoir être bon entrepreneur. Ça ne veut rien dire. Et comme je l'ai expliqué sur le point 1, en fait, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Vous ne saurez globalement que si le marché sur lequel vous souhaitez vous lancer va devenir une passion pour vous, qu'en y travaillant, en mettant les heures dessus et en apprenant à aimer ce que vous faites. Nous, on fait de la génération de prospects sur le web. Sincèrement, vous dire que j'étais passionné par la génération de prospects avant de me lancer dedans, c'est absolument faux. Par contre, c'est à force de travailler sur Google Ads, sur de l'achat média, que ce soit sur Google, Facebook et compagnie, que, en tout cas, chez Lead Studio, moi, de mon côté, je suis tombé dans la génération de prospects, que j'ai appris à découvrir ce métier et que j'en suis tombé clairement amoureux. Mais c'est pas une passion que j'avais avant. J'ai découvert petit à petit ce marché-là et j'en suis devenu passionné. Et ce qui me permet, dans les moments les plus durs, de continuer à build le bébé. Et Dieu sait que c'est un marché extrêmement difficile et que du coup, évidemment, si vous n'êtes pas passionné, vous aurez plus de chances d'abandonner. Donc, entreprendre, c'est facile. Si tu as la passion, c'est faux. La passion, elle vient en travaillant déjà sur votre projet entrepreneurial. Et de base, entreprendre, c'est extrêmement difficile. Rien n'est facile dans ce milieu. Cliché numéro 3, entreprendre signifie être seul. Je pense que ça, c'est un des gros clichés entrepreneuriaux de type le mythe du solopreneur. Alors, déjà, je vais m'appuyer là-dessus sur un chiffre. Je crois qu'à 2 ans, une boîte qui est solopreneur versus à 2 personnes a 10 fois plus de chances de faire faillite que la boîte où il y a 2 cofondeurs.
Et la boîte où il y a 2 co-founders, je crois qu'elle a 10%, 10 fois plus de chances de plus de faire faillite que celle où ils sont 3. Bon, après, ça décroît. Pas trop de cofondateurs non plus. Mais ce qui veut dire que, globalement, si vous êtes tout seul versus vous êtes à 3, vous avez 100 fois plus de chances de faire faillite au bout des 2 ans que ceux qui sont 3. Donc voilà, quand vous prenez déjà la perspective sur ces chiffres-là, tout de suite, entreprendre signifie être seul, c'est faux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous allez être seul. Effectivement, entreprendre, c'est quand même un voyage très solitaire parce que, comme j'ai expliqué dans le point 1, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. C'est aussi beaucoup un travail sur vous-même. Vous allez vous challenger régulièrement vous-même et vous avez beau être à 2, 3, 10 sur le projet. C'est quand même beaucoup un voyage intérieur. Donc, globalement, je n'ai pas envie de vous dire entreprendre, c'est être seul, il faut être forcément seul. C'est évidemment un voyage sur lequel vous allez avoir des moments de solitude, mais c'est surtout entreprendre, c'est apprendre à être seul, se poser les bonnes questions, écouter son gut feeling, ses signaux internes et apprendre justement à se connaître, à travailler sur soi pour réussir dans les moments les plus durs. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec l'entrepreneuriat, c'est que ça va vous permettre de faire un gros travail sur vous. Et ça va vous permettre justement à apprendre à être seul, à vous poser les bonnes questions, à écouter votre gut feeling, vraiment ce que vous ressentez, parce que entreprendre, monter une boîte, c'est ce qu'on appelle un infinite game, c'est un jeu infini, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. En fait, tant que votre projet il fonctionne, il y a matière à le continuer. Et donc, c'est plus un marathon qu'un sprint. Donc évidemment, si vous n'êtes pas capable de prendre soin de vous, de passer des moments seuls sur lesquels vous prenez du recul sur ce que vous faites, vous posez les bonnes questions, vous écoutez vraiment tous ces signaux faibles que votre corps vous dit d'un point de vue fatigue, d'un point de vue feeling, est-ce que je dois aller dans cette direction-là, est-ce que je dois travailler avec cette personne, etc. Évidemment, là pour le coup, vous n'allez pas réussir. Donc, il y a plusieurs choses. C'est que c'est assez nuancé. C'est qu'entreprendre, c'est surtout apprendre à être seul et se poser les bonnes questions et faire un travail sur soi pour durer dans le temps. Mais en même temps, plus vous restez seul, plus vous avez des chances de mourir rapidement. Donc c'est tout un arbitrage entre, globalement, entreprendre, il vaut mieux être à plusieurs pour partager le projet, mais il faut savoir être seul. Typiquement, donc moi j'étais associé avec Lucie quand on a monté Lead Studio, qui était ma cofondatrice. J'aurais jamais monté ce projet si elle n'avait pas été là. Lucie, justement, a appris à s'écouter elle-même. Elle a décidé de quitter le projet l'année dernière en 2023. Donc là, ça fait à peu près un an et demi que je suis tout seul à la barque. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile et que je suis toujours dans une logique de trouver une nouvelle personne avec qui s'associer. En tout cas, aujourd'hui, je n'aurais pas la légitimité d'arriver à build Lead Studio si je n'avais pas déjà cette équipe formidable avec moi, avec qui on partage dans les moments les plus durs, mais évidemment dans les moments de réussite, tout ce qui se passe au sein de Lead Studio. Et je peux vous dire que si j'étais vraiment tout seul, et je l'ai été tout seul pendant pas mal de mois consécutifs, le temps de faire avec le départ de Lucie, mais plus jamais je le referais. Et je sais que c'était le meilleur moyen, globalement, de faire échouer mon projet si je ne m'étais pas vite entouré de nouvelles personnes. Donc, ne pensez certainement pas qu'entreprendre, c'est être tout seul. Et au contraire, plus vous allez être seul dans la durée, plus il y a des chances que votre entreprise, votre projet s'effondre. C'est super important d'avoir ça en tête. Cliché numéro 4, un entrepreneur doit sacrifier sa vie sociale. Je pense que ça fait le lien avec le point numéro 3 et que globalement, encore une fois, entreprendre, c'est travailler sur la durée. C'est un jeu infini, un infinite game. Et il ne faut pas oublier qu'avant tout, les êtres humains, on est des êtres sociables. Donc, si vous partez dans une logique de « mon projet, de toute façon, je vais le faire tout seul, j'ai besoin de personne pour y arriver », les gars, dans 2 ans, vous êtes en burn-out et on vous retrouve à Pôle emploi. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, je pense que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Entreprendre, c'est sacrifier sa vie sociale. Effectivement, si vous vous mettez dans un projet entrepreneurial en mode j'ai envie de construire, je ne sais pas, un SaaS à plusieurs millions d'euros, mais que tous les samedis soirs, tous les vendredis soirs, vous éclatez la tête avec vos potes à vous mettre des races jusqu'à 7h du matin, c'est évident que vous n'allez pas y arriver. Si vous avez une hygiène de vie déplorable, que passez votre journée à aller bouffer à droite à gauche avec des potes, manger salement au McDo et compagnie, que vous passez la moitié de votre temps en vacances ou aller au Cinoche ou à sortir avec des potes, vous n'allez pas y arriver. C'est évidemment qu'il y a des moments dans votre parcours entrepreneurial où il va falloir mettre les heures, il va falloir s'enfermer dans votre cave, dans votre garage, dans votre grenier, ce que vous voulez, et mettre les heures. Et ça, évidemment, il faut faire la bonne part des choses. C'est-à-dire que penser que entreprendre, c'est sacrifier sa vie sociale, non. Mais penser qu'il n'y a pas des moments où il va falloir la sacrifier, encore une fois, non. Moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner là-dessus, c'est de ne jamais négliger évidemment votre vie sociale, que ce soit avec vos proches, votre famille, vos amis, votre conjoint, etc. C'est le meilleur moyen, encore une fois, de mourir dans les 2 ans, dans les 3 ans, de burn-out ou de vous retourner à 45 ans en mode mais en fait, tout ce que j'ai fait, je suis tout seul, ça sert à rien, quoi.
qui je l'ai fait finalement. Donc ça, c'est super important. En même temps, c'est important aussi de communiquer à votre famille et à vos proches sur le fait que là, vous montez des projets et que parfois, vous êtes tête dans le guidon et que il faut pas vous en vouloir parce que vous sortez plus le vendredi soir ou le samedi soir, que vous n'avez pas le temps de partir en vacances, que ces moments que vous aurez pu partager avec votre famille, là, exceptionnellement, il va falloir accepter pendant quelques semaines, quelques mois de tirer dessus. Et je pense qu'avec du recul, c'est important de communiquer. Moi, j'ai fait beaucoup l'erreur là-dessus, de penser effectivement qu'il faut s'enfermer dans son grenier. Je suis quelqu'un d'assez introverti, donc c'est vrai que parfois j'ai tendance à me dire il faut vraiment que je reste focus, etc. Plus j'avance dans la vie, plus j'avance sur le projet Lead Studio, plus je vois que c'est une erreur et que j'en parle beaucoup d'ailleurs dans les différentes vidéos entrepreneuriales que je peux faire, qui est que plus on avance dans la vie, plus c'est important, je pense, de partager tous ces moments, toutes ces réussites et aussi ces échecs avec d'autres, et que finalement le voyage entrepreneurial n'a de sens que s'il n'est partagé. Donc pensez qu'encore une fois, entreprendre, c'est sacrifier sa vie sociale. Oui, il y a des moments, ça va être le cas, c'est évident. Je pense que tout entrepreneur un peu sérieux et qui réussit a eu des moments où il a sacrifié sa vie sociale pour son projet. Mais pensez que c'est toujours le cas et que c'est ce qui va vous permettre de réussir, c'est absolument faux, c'est tout le contraire. À la fin, finalement, votre projet va n'avoir de sens que pour ce qu'il apporte aux autres et pas ce qu'il vous apporte à vous. Alors qu'au démarrage, c'est plus pour vous que vous le faites versus les autres. Gardez ça en tête, c'est vraiment une question de vision dans le temps, mais surtout, ne sacrifiez à aucun moment sur le long terme et de manière drastique et irrévocable votre vie sociale pour votre projet entrepreneurial. Cliché numéro 5, un entrepreneur ne peut pas se laisser submerger par ses émotions. Celui-ci, il est, je pense, assez compliqué puisqu'il y a pas mal de choses qui, entre guillemets, rentrent en conflit là-dessus. Bon, déjà, un entrepreneur, une entrepreneuse, évidemment. Moi je vais parler de mon point de vue très masculin évidemment. Je pense que dans la société, un homme a de base beaucoup plus de mal à parler de ses émotions et évidemment les exprimer. Je pense que globalement, si je regarde mon expérience passée, il y a beaucoup de moments où ça m'a joué beaucoup tort justement de ne pas parler de mes émotions. Notamment avec les personnes qui sont très proches dans votre projet, vos proches et compagnie. Je pense que parler de ses émotions, de ses doutes, ses craintes, c'est certes montrer au grand jour sa vulnérabilité, le fait qu'on n'est pas insubmersible, on n'est pas invincible, mais aussi ça vous rend plus humain. Et parfois, le voyage entrepreneurial est tellement dur que tout garder pour soi, tout intérioriser, c'est encore une fois le meilleur moyen de se créer une dose de stress, de ne pas voir ses angles morts, s'enfermer dans des problèmes pour lesquels en fait des solutions externes auraient pu être trouvées, et encore une fois, de ne pas arriver au bout de son projet. Je vous parle de ma propre expérience. Quand Lucie était encore à bord, souvent, en tant qu'homme, j'ai tendance à trop intérioriser mes émotions. Et la force de Lucie, c'était souvent de venir me voir et de me dire « Attends Thomas, je te connais par cœur. Là, t'emmagasines de la charge mentale, de la frustration, etc. Vas-y, viens, on prend une heure, vide ton sac. Qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Et comment est-ce que globalement... sur toutes les choses que tu gères sur le projet Lead Studio pour lequel moi, Lucie, je ne suis pas, comment je peux t'aider, ou viens, juste on en parle et ça te fera du bien. » Et à chaque fois qu'on a fait ces exercices-là, je peux vous le garantir, c'est exactement grâce à ces exercices-là qu'on a trouvé les bonnes solutions. Donc ça m'a permis de me poser les bonnes questions, de trouver des solutions à des choses qui m'angoissent. Typiquement, c'était par exemple sur la gestion client, on avait beaucoup de charge mentale sur notre capacité à livrer en temps réel les prospects, à répondre les demandes. Et donc, du coup, je recevais beaucoup de WhatsApp clients en se disant « Mais Thomas par-ci, Thomas par-là, il n'y a pas assez de prospects, est-ce que tu peux accélérer, etc. » Patati patata. Bon, ceux qui sont dans la lead gen savent très bien de quoi je parle. Mais ça crée une énorme charge mentale et d'un point de vue entrepreneur, vous pouvez vous dire, mais bon, ok, c'est mon rôle, c'est à moi de gérer ça, c'est normal, les équipes vont pas être impactées. Et j'emmagasine du stress. Puis à un moment, de toute façon, forcément, ça finit par exploser. Ça explose de différentes manières. Soit vous explosez, vous devenez imbuvable et donc du coup, vous allez finir par rediriger tout le stress sur vos équipes et tout va exploser. Soit vous allez complètement burn-out. Bref, je passe. Et donc, c'est très important, je pense, comme quand on va se repentir et faire acte de contrition, voilà, de lâcher ses péchés, c'est-à-dire là j'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Le fameux j'ai besoin d'aide en tant que fondateur, il est extrêmement important. Je pense que ça c'est une phrase clé. Ne pas hésiter à dire à vos équipes, à vos mentors, à vos partenaires, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Ça, je pense que c'est pour la survie du monde entrepreneurial, de l'entrepreneur. Après, effectivement, la question est est-ce que vous devez tout le temps tout dire à vos équipes,
tout le temps révéler vos émotions? Évidemment non, parce qu'il y a des choses où, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir être le moteur de votre équipe et qu'effectivement, dans les moments les plus durs, si même le capitaine se met à avoir des doutes, à dire qu'il n'y arrivera pas, qu'est-ce que vos équipes vont penser? Évidemment, les matelots vont fuir le navire, c'est évident. Donc ça aussi, je pense, ça fait partie du point où on ne naît pas entrepreneur, on apprend à le devenir. C'est en faisant des erreurs là-dessus que vous allez savoir globalement quel type d'émotion vous pouvez lâcher à vos équipes, quel type d'émotion vous pouvez lâcher à vos proches, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Et finalement, c'est ce qui va vous permettre de garder, je pense, un côté très humain auprès de vos équipes en mode, voilà les stress pour lesquels aujourd'hui, ce que je ressens, voilà les stress de la boîte, voilà ce qu'il en est, quelles sont les vagues et les marées à vaincre sur ce qui nous attend, mais en même temps, toujours être, en tout cas avec vos équipes, dans une logique de on va y arriver, je vais trouver une solution. Oui, c'est dur, c'est normal, voilà les problèmes, mais quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et donc, très vite, en fait, remplacer des émotions par des solutions très terre-à-terre, très, très rationnelles, et de montrer que même si c'est normal, évidemment, enfin, rien de plus normal en tant qu'entrepreneur d'avoir des émotions, que vous êtes toujours in control de ces émotions. Parce qu'il y a une différence entre montrer que vous avez des émotions, parler de vos émotions, parler de vos stress, etc., et ne plus être ou non en contrôle sur ces émotions-là. C'est normal de ressentir de la peur, du stress, de l'inquiétude, etc. En revanche, votre devoir en tant qu'entrepreneur, c'est de maîtriser ces émotions et de toujours essayer d'y apporter une réponse rationnelle, sans en parlant à vos équipes, sans en parlant à votre cofondateur, sans en parlant à vos proches, à vos conjoints, etc., à vos mentors ou à d'autres personnes qui sont sur le même marché que vous, pour trouver des solutions. Donc le mythe selon lequel l'entrepreneur n'a pas d'émotions, il ne peut jamais parler de ses émotions, c'est absolument faux. En tout cas, moi je l'ai beaucoup vécu et je pensais que c'était le cas et clairement, c'est la pire manière de fonctionner. En revanche, parler de ses émotions, c'est extrêmement important, mais il faut toujours apprendre à garder le contrôle sur vos émotions et à aucun moment, vos émotions doivent prendre le contrôle sur vous. Cliché numéro 6. Pour réussir, il faut écraser les autres. Ça, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est très français, mais c'est de penser que globalement, le gâteau, il est fini et que globalement, si moi je mange une part du gâteau ou que mon compétiteur mange une part du gâteau, c'est une part de gâteau que j'aurai en moins. Alors oui, c'est vrai, mais en fait, j'ai tellement d'exemples où cette phrase n'a aucun sens. On va prendre, je pense, par le début. Déjà, il faut se dire que je ne sais plus aussi quel chiffre, exactement quel est le chiffre, mais je crois que sur 100% des faillites, il n'y a que 10% des faillites d'entreprise dont la mort est causée par une cause externe, à savoir un compétiteur, et 90% des faillites d'une boîte qui sont causées par de la mort interne, à savoir une faillite dans l'exécution, une faillite opérationnelle et l'incapacité de la boîte à avoir résolu les problèmes pour lesquels elle devait faire face. Donc déjà, avant de se dire pour réussir, il faut que j'aille niquer les autres, sachez que 90% des situations dans lesquelles vous n'allez pas réussir, c'est parce que c'est de votre faute et vous n'allez pas être capable de mener à bien votre boîte vers le succès. Donc, comme j'ai envie de vous dire, globalement, 90% du temps, ce que fait la concurrence, ce que font les autres, on s'en contrefout. En lead gen, typiquement, sur Lead Studio, des compétiteurs comme nous, il y en a à foison. Pourtant, globalement, c'est pas parce que notre compétiteur fait mieux que nous qu'on va essayer d'aller le buter ou que notre objectif c'est d'aller buter nos compétiteurs. Non, ce qu'on essaie de bien faire au quotidien, c'est juste d'apporter les meilleurs prospects à nos clients, tout en nous en étant le plus rentable possible. Et on sait qu'en faisant ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va continuer d'exister parce qu'il n'y a aucune raison que nos clients arrêtent de travailler avec nous si on leur sort pas une exécution opérationnelle meilleure que les autres, évidemment, et que tout simplement on leur apporte pas de la valeur ajoutée et que nous, en apportant cette valeur ajoutée, on dégage de la valeur économique. C'est aussi simple que ça. Donc, pensez que pour réussir, il faut aller écraser les autres. Déjà, c'est une erreur de jugement parce que vous allez mettre votre focus sur ce que font les autres versus ce que vous devez faire vous pour réussir. Je sais plus aussi qui disait cette phrase, mais globalement, si tu me copies, tu verras que mon cul. Et c'est ça, hein. Donc en fait, quand tu passes du temps à essayer de regarder ce que font les autres, à vouloir écraser ton compétiteur en se disant mais comment je peux faire mieux que lui par rapport à ce qu'il fait, tu verras que son cul globalement. Et surtout, ça va te défocus sur toi, tes problèmes. Parce que ton compétiteur a peut-être plein de problèmes, mais que lui va être en train de résoudre, alors que toi, tu résous même pas tes problèmes, et peut-être que tu vas passer trop de temps à te demander comment buter l'autre. Donc c'est débile. Et il faut savoir que si tes clients à la fin, ils sont pas cons. Je veux dire, si tu as le meilleur service du marché, si tu as le meilleur produit du marché, pourquoi est-ce qu'ils iront chez tes concurrents en fait? Donc finalement, buter tes concurrents, si vraiment c'est ce qui t'amuse au quotidien, fais bien le job sur ta boîte. Parce que si ton produit il est exceptionnel, forcément que tes concurrents à la fin ils vont mourir, tu vois. Je prends l'exemple de Facebook, Meta.
Avant Facebook, on avait MySpace, on avait déjà des réseaux sociaux, il y avait MSN, etc. Je suis pas sûr que Zuckerberg, quand il a créé Facebook Ads, il soit 100% centré sur mais comment est-ce que je peux buter MySpace? Non, j'ai dit Facebook Ads d'ailleurs, mais juste Facebook. Lapsus révélateur, trop dans la pub. Quand il a créé Facebook, je me suis dit, bah moi je vais juste faire le meilleur réseau social pour les étudiants d'Harvard et ensuite tous les étudiants d'universités américaines. Puis bah on verra bien quoi. Mais il l'a fait. Il a effectivement fait le meilleur réseau social pour les universités américaines. Puis une fois qu'il est arrivé là, il s'est dit, bah en fait peut-être que je peux l'exporter à l'international. Peut-être que je suis pas obligé de le faire que pour les universités, mais je peux le faire pour tous les Américains en fait. Et voilà. Et bah, aujourd'hui, bah, c'est devenu tout simplement l'unique réseau social qui fonctionne globalement. Bon, est-ce qu'on peut parler de TikTok, YouTube, est-ce que ce sont des réseaux sociaux? C'est un autre débat, mais il a éclaté la concurrence parce qu'il était meilleur, tout simplement. Mais à aucun moment il s'est dit qu'il a éclaté la concurrence. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous mettez en termes de priorité dans vos actions et surtout à votre zone de focus. Un conseil à vous donner, ne regardez pas ce que fait la concurrence, on s'en contrefout, concentrez-vous, sur votre exécution opérationnelle et surtout, contentez-vous de ne pas mourir. Et finalement, à la fin, c'est tout ce qui compte. Allez, cliché numéro 7, entreprendre, c'est dire adieu à son sommeil. Alors là, tout de suite, je peux vous dire que faites le test une semaine, vous allez voir déjà dans quel état vous êtes et vous allez voir à quel point vous allez prendre les pires décisions de votre vie. Donc, pensez que pour entreprendre, il faut faire du David Goggins, du Dwayne Johnson, se lever à 4h du mat, aller faire 15 workouts, faire des journées de 20 heures. Franchement, apparaître sous drogue et vouloir crever dans un mois, ça n'a aucun intérêt. J'ai eu ma période là-dessus aussi où je me levais à 5h du matin comme un malade, je faisais des journées jusqu'à 23h, etc. Effectivement, il y a des moments d'urgence, comme pour la partie proche, où il va falloir mettre les heures. Et c'est sûr que vous allez avoir des moments où vous allez accumuler une dette de sommeil. Mais c'est extrêmement important d'en avoir conscience et que ça soit plus l'exception versus la norme. J'en prends pour preuve notre cher Jeff Bezos. Jeff Bezos, je vous encourage d'ailleurs à écouter toutes les interviews de lui sur le sujet, mais il explique que lui, c'est no way de dormir moins de 8 heures par nuit. Pourquoi? Parce que son métier, c'est de prendre des décisions, de prendre les bonnes décisions, et que globalement, il ne peut prendre des bonnes décisions que s'il a mis les heures dans son sommeil, qu'il a eu un sommeil réparateur et que donc il est 100% focus pour prendre la bonne décision. Et globalement, si vous avez regardé mon interview avec JB Devabout sur Lead Studio, je vous encourage d'ailleurs à la regarder, JB nous parle justement de tous les déboires émotionnels qu'il a pu avoir lorsqu'il a créé Evaboot et qu'il en est arrivé à la conclusion que, attends, quand tu vois tout en noir, que tu penses que tout s'écroule, déjà, première chose que tu fais, tu dors. Et le sommeil, généralement, c'est la clé pour prendre les bonnes décisions, prendre du recul sur ce qui vous arrive et être capable justement de continuer à jouer le jeu de l'entrepreneuriat le plus longtemps possible. Et j'ai des centaines d'exemples où le simple fait effectivement de dormir et de revenir le lendemain sur un problème qui vous prenait la tête la veille par manque de sommeil va vous permettre justement de trouver les bonnes solutions. Donc, sacrifier son sommeil pour entreprendre, oui, il y a des jours où ça va être le cas, mais en faire quelque chose de régulier, c'est le meilleur moyen de se planter. D'ailleurs, à vous qui m'écoutez, si vous sentez que vous êtes fatigué, je vous le dis déjà, vous dormez et vous revenez voir la fin de cette vidéo après avoir fait une bonne nuit de sommeil. Vous verrez que vous aurez les esprits beaucoup plus clairs et que vous serez capable de prendre de bien meilleures décisions. Cliché numéro 8, il faut avoir de la chance pour réussir. Le fameux thème de la chance. Oui, il a réussi lui, mais il a eu de la chance, patati patata. Pour le coup, c'est comme pour on ne naît pas entrepreneur, on le devient. La chance, on ne l'a pas, on la provoque. Si vous voulez avoir de la chance dans votre business, si vous voulez avoir de la chance globalement dans votre réussite, il faut la provoquer. Et il faut se mettre dans un état où globalement, la chance peut vous sourire. C'est impossible que vous ayez la chance de rencontrer, je sais pas, votre cofondateur, la femme de votre vie, le client de vos rêves, si vous passez H24 vos journées dans votre bureau enfermé à part la personne. Vous aurez beau mettre toutes les heures que vous voulez, évidemment quelqu'un qui lui fait plus l'effort de s'ouvrir et de rencontrer du monde aura évidemment beaucoup plus de chances d'arriver à trouver ce sweet spot avec la bonne personne et compagnie. Donc en fait, si dans votre quotidien vous dites non mais moi j'ai pas ça, j'ai pas eu de chance, lui il a eu de la chance, il a eu ce fonds d'investissement qui lui a levé des fonds, il est né au bon endroit, etc. On s'en fiche, déjà n'oubliez pas que comme pour la concurrence, déjà concentrez-vous sur ce que vous devez faire au quotidien pour que votre boîte survive et surtout dans ce qui est en votre contrôle finalement. Mais la chance, elle se contrôle, elle se crée. Et donc,
là, ça dépend évidemment de votre situation, mais si vous êtes un peu frustré parce que bidule truc dans votre réseau et de la chance, posez-vous la question de, mais en fait, comment est-ce que je peux moi aussi provoquer cette chance? Je vous ai parlé du fait que Lucie avait quitté l'aventure Lead Studio en 2023 et que je suis passé de cofondateur à solopreneur. Je sais que c'est extrêmement important pour la survie du projet qu'à terme, je m'associe avec de nouvelles personnes. Mais du coup, la solution pour moi, c'est vrai qu'il va y avoir une certaine part de chance avec les personnes qui vont pouvoir rejoindre le projet et s'associer avec moi, mais je me suis, depuis que j'ai compris ça, mis dans une logique de je vais discuter avec plein de personnes, je vais tester plein de personnes sur mon projet, etc. Et aujourd'hui, je suis en bonne voie avec certaines personnes qui, je sens, commencent à comprendre le projet et ont envie de s'associer avec moi. Mais c'est évidemment que j'ai eu de la chance de les rencontrer à ce moment-là. C'est évident, bien sûr que j'ai eu de la chance. Mais j'étais dans cette démarche de me dire, en fait, il faut que je m'ouvre, il faut que j'aille parler à des personnes, il faut que je parle, il faut que je parle de mon projet, il ne faut pas que j'ai peur, il faut que je teste, etc. Et c'est comme ça qu'on crée de la chance. Et pareil sur Lead de Studio. Je vous le disais tout à l'heure, mais à aucun moment je me suis dit que j'allais créer Lead Studio. Est-ce que c'est de la chance que je sois tombé dans la lead gen? Mais ouais. Mais comment est-ce que je suis tombé dans la génération de prospects? Je me suis mis freelance au démarrage sur Google Ads. On a créé des vidéos sur YouTube, j'ai créé Web Market School, j'ai fait des tutos Google Ads. J'ai des personnes ensuite qui m'ont contacté, qui m'ont dit tiens, je suis tombé par hasard sur ta vidéo sur comment créer une campagne Google Ads en 24 heures. Je vous encourage d'ailleurs à la regarder si vous voulez débuter sur Google Ads. Tu m'as l'air d'être bon, est-ce qu'on peut bosser ensemble, etc. Ouais, j'ai eu de la chance qu'il tombe sur ma vidéo, le mec. Évidemment. Je pense à mes premiers clients qui m'ont mis le pied dans la lead gen. Bien sûr que j'ai eu de la chance. Mais finalement, si j'avais pas créé ces vidéos, si je m'étais pas donné la chance qu'ils regardent mes vidéos, ça se trouve, aujourd'hui, je serais chômeur à Pôle emploi, quoi. Donc, ne soyez pas frustrés par la chance, ne pensez pas qu'il faut de la chance pour réussir. Évidemment qu'il y a une énorme part de chance dans le succès, mais la question n'est pas est-ce que je vais avoir de la chance, c'est comment est-ce que je provoque cette chance? Comment est-ce que je me mets dans une situation où la chance va me sourire et après, elle vient pas. Mais au moins, vous n'aurez pas de regrets. Ne soyez pas frustrés par ces histoires de chance, provoquez-la. Il y a forcément un moment où la chance va vous sourire. Ne perdez pas espoir. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ce cliché. Cliché numéro 9, le fameux. Les entrepreneurs ne sont pas souvent là pour leur famille. Bon, on arrive au number 9, entre guillemets. Je pense que vous avez compris avec tout ce que je vous ai dit que c'est une question de choix. Oui, il y a des moments où effectivement, il va falloir sacrifier son temps familial pour faire le dirty work et faire en sorte que votre boîte survive. Mais encore une fois, c'est un infinite game. J'en parlais d'ailleurs avec mon frère Benjamin. J'étais quelques jours avant que je sorte cette vidéo à Dubaï. D'ailleurs, on a fait des podcasts tous les deux. Et il me disait, il a eu des moments très très durs avec sa boîte Chat Food. Et il me disait, ouais, le plus gros regret que j'ai eu dans ces moments-là, c'est justement d'avoir trop sacrifié du temps familial pour ma boîte. Et que demain, quand je vais relancer une boîte, je suis cristal clear sur le fait qu'à aucun moment, je devrais sur-sacrifier mon temps familial pour ma boîte. Et donc, je pense qu'encore une fois, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Comprendre que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, les proches, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, même quand on entreprend, ça, on le comprend au fur et à mesure des heures sacrifiées envers notre réseau proche, mais qu'à la fin, finalement, tout entrepreneur à succès va vous dire c'est une bêtise de sacrifier sa famille quand on entreprend. Alors, on aura beau vous le dire, je pense qu'aucune personne qui entreprend dans des projets qui le dépassent ne va comprendre ça qu'après avoir fait les erreurs. Moi, le premier. J'en parlais dans mon solocast insubmersible où je disais qu'encore cette année, j'avais refusé le fait de faire le tour du Mont Blanc pendant 4 jours avec mes frères parce que j'avais une dose de stress énorme à ce moment-là et que justement le business était ma priorité. Quelle erreur! Je me retourne globalement un an après, je me dis mais quelle erreur! Et ça, j'ai appris. Et donc, je vous encourage aussi à vous poser les bonnes questions et à vous dire mais en fait, quels sont tous ces moments où j'ai sacrifié du temps de famille? Est-ce que c'était vraiment essentiel? Des moments où il faut le faire. Mais votre logique doit être de se dire en fait, comment je fais en sorte que ça ne se reproduise plus, ou en tout cas que ce qui m'a fait sacrifier du temps avec ma famille ne doit plus jamais se reproduire. Donc, quels sont les mécanismes dans ma boîte? Quels sont les garde-fous que je mets en place pour pouvoir toujours mettre en priorité le temps familial que je souhaite accorder à ma famille, évidemment, pour être heureux et aussi pour permettre à ma famille d'être heureux. Je pense que voilà, il n'y a rien de pire que typiquement le père ou la mère qui ne voit pas grandir ses enfants à cause des projets, du travail, etc. Donc, penser qu'entreprendre, c'est nécessairement sacrifier son temps familial, c'est une bêtise. Et si vous êtes dans cette logique-là, encore une fois, les probabilités que
vous burniez out, je ne sais pas si ça se dit, ou que votre projet n'aille pas au bout, ne vous survive pas, c'est quand même très élevé. Ne sacrifiez jamais sur le long terme des moments familiaux au profit de votre projet entrepreneurial. Allez, le cliché number 10, il faut être un homme pour entreprendre. J'en parlais avec Linda qui est passée sur ma chaîne, d'ailleurs qui est à l'origine de tous ces clichés. Elle m'a dit ce serait pas mal que tu repasses dessus. On se demandait avec Linda, mais c'est qui les femmes un peu entreprenantes qui nous inspirent? J'ai beaucoup de femmes, comme je le disais dans le podcast, qui m'inspirent. Je parlais de Caroline Payou, qui était ma maître de stage en 2015-2016 chez Ignition Programme. J'ai envie de vous dire, les femmes ont une place extrêmement importante dans l'entrepreneuriat et que penser que vous êtes une femme et que vous ne pouvez pas entreprendre, c'est débile. J'étais associé avec Lucie. Je peux vous dire que le fait d'être confronté avec le point de vue féminin, justement, quand on entreprend, mais c'est inestimable, parce qu'évidemment que les hommes et les femmes, on a différentes manières de voir et que, évidemment, il y a plein de moments où un homme va avoir des idées ou des certitudes qui vont lui permettre d'atteindre ses projets, mais les femmes aussi vont avoir on a des processus et des mécanismes de réflexion très différents. Et je pense que justement, les femmes ont beaucoup apporté dans le monde entrepreneurial et que c'est une bêtise de penser qu'il faut être absolument un homme pour entreprendre. J'ai écouté récemment sur Diary of a CEO l'interview de Barbara Corcoran, qui est une entrepreneuse à succès aux États-Unis, justement qui a fait Shark Tank et compagnie. Shark Tank, donc c'est un peu c'est plus qui veut être mon associé qui est la déclinaison de Shark Tank. Et elle disait, ouais, globalement, ce qui m'a permis de réussir, c'est mes soft skills, toutes mes compétences, ma capacité à créer des équipes, à créer de l'émulsion dans mon projet. Et ça, les femmes sont très très fortes. Je pense que c'est probablement plus le côté maternel que le côté paternel, à savoir faire preuve d'empathie, avoir une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que les hommes. Et donc du coup, en fait, les femmes ont plein d'atouts à faire valoir pour réussir dans leur aventure entrepreneuriale. Et encore une fois, en ayant été associé pendant longtemps à Lucie, qui est une femme, je peux vous dire qu'encore une fois, j'en serais pas là et j'ai beaucoup appris à ses côtés, j'ai pas peur de le dire, et que c'est vraiment, j'ai envie de dire, un atout d'avoir des femmes à son côté et à ses côtés. Et d'ailleurs, l'inverse est vrai. Il ne faut pas penser aussi que, d'ailleurs, quand vous êtes une femme, vous devez ne jamais écouter les hommes, que les hommes sont tous des cons et compagnie. On a beaucoup à s'apporter les deux sexes. Mais je crois que, encore une fois, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que c'est le cas. Le potentiel de boîtes où il y a une certaine homogénéité entre des équipes féminines et masculines, globalement, est beaucoup plus élevé que des boîtes où il y a un gros décalage, où soit il y a une surabondance de femmes versus des hommes, ou le contraire, une surabondance d'hommes versus les femmes. Il y a vraiment un équilibre à trouver et les deux ont sa portée. Donc, si aujourd'hui vous êtes une femme, que vous écoutez ce contenu, déjà, bravo, c'est cool, que vous soyez dans cette démarche entrepreneuriale, et deux, allez-y, quoi. N'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur de ce que pensent les hommes. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont ravis de pouvoir se confronter à des femmes et surtout, vous avez beaucoup à apporter. Vous pensez qu'il faut être un homme pour entreprendre? Non. Par contre, évidemment, je pense que les femmes ont peut-être plus de barrières mentales à lever, tout ce qui est syndrome de l'imposteur et compagnie, versus les hommes. Donc ça, c'est un travail que les femmes doivent faire sur elles. Mais une fois que ce travail-là, il est bien fait, mais il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Qu'à regarder des Sheryl Sandberg ou justement des Barbara Corcoran pour s'en convaincre. Donc, encore un cliché débile, j'ai envie de vous dire, c'est juste que chacun a ses problèmes. Les hommes, on a des barrières mentales à lever, les femmes aussi. C'est pas les mêmes, évidemment. En tout cas, les deux peuvent réussir en entrepreneuriat, ça, c'est évident. Et on va terminer cet épisode avec le 11e cliché. Pour réussir en entrepreneuriat, il faut nécessairement avoir un gros réseau. Bon, la question du réseau. Je vais vous parler de ma propre expérience. Je pense que je suis la définition même du zéro réseau et du fait qu'on peut quand même arriver à créer des projets sexy. J'ai jamais déjà eu cette logique de réseau, que ce soit tous mes potes du lycée, de prépa, d'école. À aucun moment j'ai pensé que mes potes pourraient m'apporter du business plus tard. Donc déjà ça c'est fait. Deuxièmement, j'ai jamais eu de CDI, j'ai jamais été employé. J'ai toujours fait mes propres projets, j'ai toujours essayé d'entreprendre à droite à gauche, j'ai fait du freelancing, donc j'ai globalement lancé ma carrière entrepreneuriale sans aucun réseau et j'ai jamais fait l'effort de créer du réseau. Je suis jamais allé dans des events de networking, je suis jamais allé à des conférences, tous les salons, les machins, le jeu du réseau, zéro. LinkedIn, je suis le pire personne à faire du charcage sur LinkedIn, je sais pas faire, je déteste ça, je suis extrêmement introverti.
Je déteste être dans le paraître, justement, créer des relations humaines avec des personnes juste en cas d'intérêt et pas parce que la personne, je la trouve sympa et que j'ai envie de creuser. Bref, je pense sincèrement que je suis un des pires exemples en termes de personnes qui créent du réseau. Et pourtant, on a quand même une boîte qui est pas trop dégueu. Arriver à monter Lead Studio à 7 millions d'euros en 2023, je trouve ça pas dégueu. Donc déjà, quand je regarde ma propre expérience, j'ai pas eu besoin du réseau pour réussir. Est-ce que j'aurais mieux réussi si j'avais un réseau? Évidemment. Je veux dire, il faut pas cracher sur le réseau et que si vous avez la chance aujourd'hui d'avoir un bon réseau, que vous avez un tel membre de votre famille, un copain de copain qui bosse dans un secteur ou qui peut être potentiellement votre client, qui va vous permettre de vous pistonner dans telle ou telle opportunité, c'est fine. À un moment, les opportunités, c'était avec ces histoires de chance, il faut les saisir. Enfin, si vous êtes dans une logique de j'ai un réseau, je l'active pas parce que j'ai envie d'être le fameux self-made bidule truc, non, c'est des conneries. Évidemment, jouez la carte du réseau. Et il y a beaucoup de deals qu'on a perdus chez Lead Studio parce qu'on n'a pas eu le réseau. Je veux dire, des grosses boîtes où le directeur commercial, il connaît le CIMO d'un tel et que du coup, il pousse les dossiers pour tous les appels d'offres, etc. Ça, c'est classique. Je veux dire, c'est la réalité, il faut faire avec. Maintenant, ça ne nous a pas empêché d'avoir quand même des très bons deals, justement parce que on met les heures, parce qu'on essaie d'avoir une bonne exécution. On a une stratégie d'acquisition où on crée du contenu, on donne envie aux gens de venir nous parler, même si les gens ne nous connaissent pas. On pourrait faire beaucoup plus justement en jouant le jeu du réseau, mais je pense qu'on est vraiment la définition de la boîte. En tout cas, je suis la définition d'une personne qui n'a absolument aucun réseau, qui ne travaille jamais son réseau et qui arrive quand même à s'en sortir. Est-ce que c'est bien? Non, évidemment, c'est pas bien. En tant qu'entrepreneur, c'est dans mon devoir justement de travailler sur mes faiblesses et de jouer le jeu du réseau. Donc je joue de plus en plus, mais je sais qu'on n'en a pas spécialement besoin. En tout cas, c'est pas une condition sine qua non pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc pensez que parce que vous n'avez pas le réseau, parce que vous n'avez pas fait les bonnes études, parce que vous êtes pas né au bon endroit, etc. Certes, évidemment, vous partez avec moins d'atouts dans votre besace pour réussir, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver. Donc vraiment, levez ces barrières mentales. Ne pensez pas que parce que votre concurrent, encore une fois, il a le super réseau, il a fait HEC, son père et truc bidule, on s'en fout. Concentrez-vous sur vous et voyez comment justement vous pouvez combler ce déficit rapidement si c'est vraiment nécessaire pour la bonne réussite de votre projet. Donc voilà, le réseau, globalement, c'est un plus, mais c'est absolument pas indispensable et up to you de travailler votre réseau. Voilà pour ces 11 mythes entrepreneuriaux. J'espère que ça vous permet de poser les bonnes questions, de lever un peu certaines barrières mentales qu'on peut avoir à travers ces mythes ou tous ces clichés qui sont absolument faux. J'espère encore une fois vous avoir permis de challenger un peu votre vision sur ces 11-là. S'il y a d'autres clichés que vous voulez que je porte mon avis ou que je vous partage ma vision, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai une V2 là-dessus. N'hésitez pas aussi à me partager ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y, justement, je trouve ça cool qu'on puisse échanger en commentaire. Et si ce type de contenu vous plaît, je vous encourage à aller sur Apple Podcast ou Spotify, retrouver mon podcast Insubmersible en solo, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions sur l'entrepreneuriat en général. Je vous partage la vraie vision de l'entrepreneuriat, celle qui est dure, loin du TikTok millionnaire et surtout qui vous donne la force de continuer votre voyage entrepreneurial dans les moments les plus durs. C'est tout pour moi. Force à vous dans tous vos projets. Ne lâchez rien. Travaillez votre insubmersibilité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!